Bonjour, bonne soirée à tout le monde. Merci pour cette présentation, Dominique. Donc juste brève présentation. L'idée, c'est de développer de 5 minutes. La rencontre aujourd'hui, l'idée, c'est de se centrer sur le travail de nos créateurs, librettistes et compositeurs, et puis travail en équipe. S'intéresser au travail pour plusieurs raisons. Il y a une raison qui est le fait que quand on pense à des créations artistiques, mais dans le domaine scientifique ou dans l'innovation, on a le même genre de phénomène, surtout dans l'univers francophone, on a tendance à considérer que l'essentiel de la création, c'est du côté de l'idée. C'est avoir l'idée, la bonne idée, et puis une fois que c'est clair dans la tête, en gros, l'essentiel est fait. Le reste, après, on concrétise, on matérialise, on exécute. C'est pas très important, l'essentiel, c'est dans l'idée. L'idée de la rencontre aujourd'hui, c'est de dire, c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est peut-être que, déjà, il n'y a peut-être pas d'abord l'idée, puis la concrétisation. Peut-être que l'idée, elle émerge, se fait chemin faisant. C'est peut-être le résultat final, l'idée. Et puis, il y a certainement tout un travail, mais vraiment travail. Alors, sous quelle forme, comment est-ce que c'est aller marcher, est-ce que c'est écrire, jeter, chiffonner, recommencer, etc. Enfin, ça, l'idée est de voir un peu avec nos créateurs ce qu'il en est, en quoi consiste ce travail. Travail qui est souvent minimisé, et je vais faire des parallèles avec mon domaine d'études, à savoir la sociologie de l'innovation. En sociologie de l'innovation, on a le même phénomène de tendance à survaloriser la création jusqu'au prototype. Et une fois qu'on a fait le prototype, le reste, c'est de l'industrialisation, alors que justement, c'est là où les choses commencent, où il faut faire du travail d'ajustement, de corriger, revenir en arrière sur la conception, réajuster jusqu'à ce qu'à la fin, ça finisse par être bon, que ça finisse par plaire à des utilisateurs. Et puis même au-delà, on a un nouveau domaine de recherche qui s'est développé ces 20 dernières années, qui s'appelle Maintenance and Repair Studies, c'est à savoir le travail qui consiste à maintenir les choses, une fois qu'elles ont été bien faites, en gros pour qu'elles servent et qu'elles soient bien et bonnes, encore faut-il les maintenir, les entretenir, s'assurer que ça ne dérive pas, que ça ne pose pas de problème, et il y a un travail énorme là-dessus. Donc l'idée est d'explorer un peu toutes ces questions-là. Alors d'abord sur la question du travail de création, on peut imaginer jusqu'à ce qu'on ait le livret, jusqu'à ce qu'on ait les compositions musicales, mais au début je ne sais plus, en juin, quelque chose comme ça, Stéphane Bloch m'avait dit, je lui avais dit, votre travail va être fini pour vous bientôt, une fois que vous avez terminé votre texte, après c'est les autres, ils vont devoir répéter, etc. Pour vous, la fête, ça y est, c'est déjà fini. Il m'a dit, oh non, pas du tout, ça va être vraiment une autre étape, c'est un autre travail, il va y avoir du travail, c'est tout à fait passionnant. Et là, je pense que ce serait intéressant aussi de découvrir cet autre volet du travail de création. Une fois que la création est terminée, voir en quoi consiste encore tout ce travail des créateurs. Je pense que ce sera particulièrement riche. Et puis un autre point, et puis ce sera le dernier, avant de donner la parole, et qu'est-ce qu'on dit ici, c'est pas la parole pour les musiciens, il y a une expression un dernier point, ce qui est le fait que souvent quand on pense à des créateurs, on pense à des individus, à des créateurs solitaires, plus ou moins géniaux, etc. Or là, typiquement, au moins dans le cas de la Fête des Vignerons, il y a une équipe de création artistique qui est déjà quand même relativement nombreuse, puisque deux librettistes, 3 compositeurs, à part Jérôme Bernet et Valentin Villard, il y a aussi Maria Bonzanigo comme compositrice, il y a des directeurs artistiques, il y a des scénographes, des architectes du scénographe, il y a des gens qui gèrent le son mais qui rentrent dans l'équipe de création, des gens qui vont gérer les lumières, il y a la costumière, il y a une équipe c'est vraiment une équipe de création artistique. Et là c'est intéressant de comprendre aussi en quoi consiste le travail du créateur quand ça n'est pas un travail solitaire, quand c'est un travail collectif, un collectif plurimétier, mais aussi un collectif
qui a quelques hétérogénéités. Par exemple, il y a toute une partie du collectif qui est une équipe essentiellement autour de Daniele Filzi-Pasqua, dans le Tessin, des Tessinois qui ont une longue expérience de travail ensemble depuis des années et avec une réputation internationale. Et puis une autre équipe qui s'est constituée à l'occasion de la fête des vignerons, qui est plutôt, je ne vais pas dire une autre équipe, mais un autre sous-ensemble de l'équipe de création, qui s'est constituée progressivement, composée de créateurs romans. On sait dans tous les domaines que quand on a des mondes qui n'ont pas les mêmes histoires, les mêmes trajectoires, c'est jamais évident. Donc on peut imaginer que le travail d'équipe, il peut y avoir des frottements, des ajustements, on apprend à se chercher, à se connaître, et ce serait intéressant aussi de voir qu'est-ce que ça signifie concrètement dans le travail de création, le fait d'être interdépendant avec d'autres créateurs, des créateurs qui ont d'autres expériences, et y compris avec d'autres métiers. On peut imaginer que la sonorisation, c'est une affaire de technicien, ça n'est plus dans la création, mais probablement pas tout à fait, puisque le responsable de la sonorisation fait désormais partie de l'équipe des créateurs. Donc voilà, j'ai introduit les choses avec des propos très très généraux. J'espère qu'avec nos invités, on aura des exemples très précis, très concrets qui nous aident à réfléchir en quoi consiste ce travail de création. Alors la soirée, on va l'organiser de la manière suivante. On va commencer par... à la demande de nos créateurs, l'idée était d'inverser un peu la manière de fonctionner par rapport aux deux premières rencontres. Les deux premières rencontres, on a entendu certains collègues de l'université qui ont fait part d'analyses qu'ils avaient fait plus ou moins liées à la fête des vignerons, ou en tout cas des thèmes liés à la fête des vignerons. Et puis à la fin, il ne nous restait plus tellement de place pour entendre nos créateurs ou pour que le public puisse intervenir, interagir, etc. Donc l'idée aujourd'hui est d'inverser cette affaire-là, c'est-à-dire deux profs d'université, il n'y a que moi qui cause, et puis l'idée c'est de me limiter à cette introduction et puis après de faire un peu l'animateur, de mettre beaucoup plus au centre de notre rencontre nos créateurs, et à commencer par deux des trois compositeurs de la fête des vignerons, donc Jérôme Bernet et Valentin Villard, qui vont nous présenter des bouts du travail de création qu'ils ont fait pour la fête, liés à deux morceaux qu'ils ont composés, mais qu'ils ont composé pas nécessairement tout seuls dans leur coin. Ça se fait en interaction avec, au moins avec les librettistes. Donc là, l'idée, ce sera de les entendre présenter ce travail de création et puis nous montrer aussi ce que ça signifie. Et puis l'idée était aussi pour amorcer au moins l'échange avec nos créateurs. L'idée était aussi que je mobilise des étudiants. Alors en l'occurrence, il s'agit surtout d'étudiants, étudiants entre guillemets, parce qu'il y en a qui font des thèses, c'est des chercheurs, c'est des jeunes chercheurs. Certains ont vraiment le statut d'étudiants, mais d'autres, c'est plus tout à fait des étudiants. L'idée est que eux amorcent aussi l'échange en formulant certaines questions qu'ils se posent. Alors je vais juste présenter trois d'entre eux. Il y en a d'autres qui sont dans la salle, mais trois d'entre eux travaillent sur la fête des vignerons. Je vais commencer par Tatiana Smirnova, qui est une muséologue russe d'origine et qui travaille sur la fête des vignerons, sur ce qui se passe autour des réseaux sociaux numériques. Que ce soit pour faire circuler l'information à partir des organisateurs, que ce soit pour faire du monitoring sur ce qui se passe, ou réfléchir aussi à quoi garder de tous ces flux sur les réseaux sociaux par rapport à la fête de 2019, sachant que celle de 99, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et que la suivante, on ne sait pas ce qui existera. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à patrimonialiser autour des réseaux sociaux de la fête. Donc elle est sur cette question-là. Loïc Guébard commence là depuis le début du mois d'octobre un doctorat sous ma direction. Il va travailler plutôt du côté de l'équipe, plutôt du côté de la RTS,
l'idée est d'essayer de comprendre comment va se fabriquer l'archive patrimoniale de la fête, enfin l'archive patrimoniale du spectacle, sachant que toute une partie du travail de constitution de cette archive est quelque chose qui va se passer dans les régies de la RTS en direct. Alors ils auront évidemment préparé, il y aura probablement du travail de post-production, mais une grosse partie, ce sera une équipe sous la houlette d'un réalisateur qui aura 8 ou 14 caméras selon les spectacles, et qui, à la fraction de seconde près, va dire telle image, telle image, telle image, et les images qui n'auront pas été retenues vont disparaître, même si elles ont été captées, ça va disparaître. Donc l'idée est d'essayer de comprendre finement en quoi consiste ce travail des gens dans les régies de la RTS pour constituer ce patrimoine. Et puis Milan Gélin, qui est étudiant en master de sciences sociales, et lui qui s'intéresse à la fête des vignerons, mais du côté des commerçants qui ne vivent pas toujours bien. Il y a des désagréments, ne fût-ce que la place du marché qui est occupée par le chantier, et plus de place de parc, etc. Enfin, lui essaye de suivre un peu les choses du côté des commerçants. Voilà. Moi, j'en ai terminé avec mon introduction. Je pense qu'en ayant ça en tête, de dire notre intérêt pour comprendre en quoi consiste le travail de nos créateurs, je pense que c'est utile de l'avoir en tête et puis de les entendre nous expliquer, nous montrer, nous faire sentir, découvrir. Okay. Voilà. Bonsoir, très content d'être ici avec Valentin, avec Stéphane, avec Blaise. On a pris justement quelques instruments de musique. Le piano était déjà là, mais un hang, une cuve, une caissette à vendange pour vous faire écouter des bribes de nos créations. On a aussi nos ordinateurs où on fera écouter des extraits de certaines pièces. L'idée avec Valentin, c'était de vous présenter chacun 2 pièces. Alors, on a composé toute une série de tableaux pour la fête, mais on voulait présenter chacun 2. À chaque fois, une collaboration avec Blaise et une collaboration avec Stéphane Bloch. On ne se connaissait pas avant, on se connaissait de nom ou de vue, mais on n'avait jamais travaillé ensemble, les 4 ou les 5 avec Maria. Et donc, on a construit des collaborations durant ces 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille à peu près ensemble. Et puis c'est chaque fois des interactions différentes. Je vais commencer par vous parler d'une pièce qui s'appelle Larmes. C'est une pièce en collaboration avec Stéphane. Peut-être aussi un préambule par rapport à ces collaborations, c'est que contrairement à on en avait déjà parlé, je crois, les autres fois, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, contrairement par exemple, à la fête précédente, et contrairement à ce qui se fait assez souvent, il n'y a pas eu d'abord l'élaboration du livret, du texte, puis ensuite la musique qui serait composée sur le livret, mais ça a été chaque fois des co-constructions. Parfois, c'était un premier poème qui initiait une mélodie, et qui ensuite initiait une nouvelle mélodie, et puis un nouveau poème, etc. Ou alors, parfois, c'est la musique qui a engendré le début d'un poème, etc. Donc, c'était des longues interactions, et pour les 2 pièces dont je vais parler, je crois que Valentin, c'est un peu la même chose, c'est chaque fois un processus qui a duré presque 1 année. Pour des pièces qui ont entre 5 et 10 minutes, mais c'était vraiment un long processus. Donc on ne va pas tout vous raconter, sinon on serait encore là demain ou après-demain. Mais comment se sont amorcées ces pièces? Alors Larmes, le point de départ, c'est qu'on souhaitait, il y avait dans la discussion générale, il y avait l'idée d'évoquer les pleurs de la vigne. Les pleurs de la vigne, c'est un moment de la toute fin de l'hiver, du début du printemps, justement la sève monte, et les cèpes de vigne, les quelques gouttes commencent à tomber, ça s'appelle les pleurs, les vignerons appellent ça les pleurs de la vigne. Et puis Stéphane, on verra s'il me contredit après, mais il me semble qu'il s'est emparé de ça en le transformant déjà, en appelant ça les larmes. Donc il y avait cette idée de larmes, de la vigne, des larmes pour le printemps. On était dans un climat comme ça de larmes peut-être joyeuses. Et puis, dans les discussions autour de ce tableau, du climat général, on parlait de nostalgie douce ou de mélancolie joyeuse. Enfin, ça, c'était le climat. Après, on a ces discussions, puis après, on se sépare, chacun de son côté, pendant un moment, puis après, on interagit. Mais donc, avec cette image-là, moi, je me suis dit, je verrais bien utiliser cet instrument-là, qui s'appelle un hanpan,
qui est en fait une dérivation du hang. Le hang, c'est un instrument qui a été inventé par des Bernois il y a une vingtaine d'années. Hang, je crois que ça veut dire main en bernois, Berndeutsch. Et ça, c'est une variation du hang. Donc c'est un instrument que je travaille. Je suis batteur, percussionniste. Et j'avais écrit il y a 2 ans une pièce d'ailleurs pour chœur et hang. Et je me suis dit, je verrais bien le hang pour évoquer ces larmes, ces gouttes qui tombent, ces larmes de joie. Parce que je trouve qu'il y a un côté très liquide. Il y a un côté un peu liquide, c'est du métal, hein, mais je trouve qu'il y a un peu cette sonorité liquide. Il est en mineur, ré mineur ou la mineur, suivant comment on l'envisage, mais plutôt ré mineur, celui-là. On est plutôt au mineur. En même temps, il y a cet aspect percussif qui va avec l'idée peut-être des gouttes qui tombent, de quelque chose qui vit, qui est rythmé, le rythme de la vie, le cycle de la vie. C'est aussi un instrument circulaire, donc on imagine le printemps qui revient. Enfin voilà, tout un imaginaire qui se construit autour de ça. De son côté, Stéphane aussi a des tas d'idées, il se met à écrire. Et je suis allé rechercher dans mes archives, c'est des milliers de documents là, élaborés pendant ces quelques années. Et là, en l'occurrence, dans mes mails, pour essayer de retrouver la première trace de notre collaboration à ce sujet. C'est peut-être pas la première trace, hein, il y a eu des discussions avant. Mais j'ai retrouvé un mail datant du 13 mars 2017 à 8h24. Matinal, ça. Alors, j'avais envoyé, j'avais juste mis un titre. Ah non, j'avais mis larmes comme objet, et puis j'envoie ça à Stéphane. Vous prendriez bien quelques larmes de hang. Point d'interrogation 3. Je signe. Et puis avec sans autre commentaire et une mélodie dont je ne me rappelais plus d'ailleurs quand j'ai rouvert le mail. Qu'est-ce que j'ai bien pu envoyer? Enfin, je me rappelais en gros. Et j'ai envoyé ça, donc je veux le rejoue. Ça a évolué depuis, mais ça faisait ce que j'ai envoyé, donc à 8h24, le 13 mars. Ça faisait ça. Il y a une circularité des... Sur ce, bon, je ne vais pas retracer toute l'interaction, hein, mais Stéphane a utilisé cette première mélodie, des larmes coulaient soudain, quelque chose comme ça. Il m'a suggéré, et ça c'est typique de notre interaction avec Stéphane, il m'a suggéré un autre phrasé. Stéphane, vous le savez, est musicien, et puis dans nos interactions, il y a eu souvent cette idée de, voilà, il chante à partir de mes mélodies et il les rephrase différemment. On a aussi pas mal collaboré sur les arrangements. Je fais vraiment la musique, il fait vraiment le texte, mais on a fait les arrangements souvent ensemble. Et puis par rapport aux phrasés, il est chanteur, il m'a suggéré de redoubler une des notes. Donc après, c'est devenu quelque chose de moins mécanique. Peut-être parfois, j'ai fait des mélodies assez mécaniques comme ça de batteur, et lui il amenait un peu plus de respiration dans certaines mélodies. Donc après, alors, quand exactement, j'ai plus les dates et les heures, hein, mais ça faisait après quelque chose comme ça. On est toujours dans un 7 temps, mais je redouble cette note là, et puis après c'est initié dans le poème écrit par Stéphane, un jeu sur la fin d'un vers qui se termine au début de la phrase musicale suivante. Et puis après, donc c'est construit un poème. Il a aussi gardé ça pour construire une sorte de refrain de cette partie-là. Par contre, ça n'a jamais eu d'écho textuel. Je ne me rappelais d'ailleurs pas que j'avais fait ça. Voilà. Donc, vous voyez, cette petite touche comme ça, mais il y a déjà ce jeu. On est dans quelque chose d'assez particulier au niveau rythmique. On est dans du 7 temps. Comme je l'ai dit, je suis batteur. Et puis, il y a eu ce jeu 7 temps sur ces vers asymétriques qui se construisent comme ça. On pourrait entrer dans le détail, mais on n'a pas le temps.
Et juste pour voir un peu comment les choses se sont construites par la suite, il y a eu un moment, une question intéressante, je trouve. Moi, j'avais assez envie de garder le hang tout le temps. Un peu comme les écrivains de l'Oulipo qui se disent, ben voilà, on a telle contrainte, on l'utilise pour développer quelque chose. Je me disais, il y a ces 7 notes, on est en ré mineur, on continue. Et puis j'étais fort de l'expérience de cette composition que j'avais fait il y a 2 ans sur un poème de Thomas Venclova, In the Fire, que j'ai beaucoup joué avec différents chœurs, et où j'avais tout construit la musique à partir du hang. J'étais resté là-dedans. Stéphane n'était pas convaincu, l'impression d'une sorte d'enfermement dans cette tonalité. Donc après, voilà, il y avait un peu une sorte de débat là autour, rester, une sorte de cohérence, mais peut-être qui enferme ou sortir. Moi, je m'étais mis aussi au piano, à un moment donné, pour sortir de ces 7 notes, mais toujours garder cette tonalité. Et j'avais écrit une mélodie au piano qui a inspiré d'ailleurs la suite du poème de Stéphane. Mais enfin, on en était là. Est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas? Je me suis posé la question, est-ce que j'utilise un deuxième hang pour sortir de la tonalité? Ça coûte cher, ces hangs. Je n'avais pas d'autres, mais enfin, j'aurais pu. Mais après, surtout, je me suis trouvé quand même un peu coincé. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte d'overdose de hang, de ces sonorités-là. Il y a un petit côté New Age aussi dans ça, développement personnel. Il manque un peu les encens et on pourrait faire de l'Ayurveda. Très bien. Mais enfin, ce n'était pas le propos non plus. Il y avait cette circularité, le printemps qui revient, mais il fallait aussi qu'il y ait un peu de vie qui pétille et puis qu'on puisse se passer aussi en majeur, dans des gammes majeures. Alors après, la porte de sortie pour moi, très clairement, il y a eu le piano, mais je n'avais pas envie de mettre du piano dans ce morceau-là. J'avais envie de rester dans cet univers de percussion mélodique. Et tout d'un coup, j'ai pensé à un autre instrument que j'utilise souvent, qui est souvent ces dernières années, le xylophone basse. C'est pas ça, mais je le mets là d'habitude, c'est pour ça que j'ai touché. C'est pas du xylophone basse. Alors le xylophone basse, ça sonne un petit peu comme du marimba. À ne pas confondre avec le xylophone alto qu'on a dans les écoles. Et puis c'est vrai que le xylophone, on a tous des mauvais souvenirs avec le xylophone. Mais le xylophone basse, on est dans les sonorités boisées, un peu comme le marimba. Et puis, alors là, je pouvais sortir, je pouvais passer en majeur, je pouvais ouvrir. Je regardais cette idée de percussion mélodique, mais je pouvais beaucoup plus ouvrir. Il y avait au plus le bois, on a ces cèpes, cette vigne. Là, j'avais le côté liquide, j'avais l'impression... les cèpes avec la percussion sur ces bois, ce côté boisé du xylophone. Donc après, ce que j'avais joué au piano, qui avait généré un poème de Stéphane, ensuite j'avais développé au piano des harmoniques, je rejouais sur le xylophone, bon, et tout d'un coup les choses s'ouvraient. Donc ça, c'est durant une année, tout ce processus où les choses se développent, texte, musique. Mais si on en est à la musique, là, pour continuer un peu à développer cet univers, il y a un chœur qui chante, avec les solistes à un moment donné, il y avait ce hang qui est un peu au chœur, le xylophone, j'ai rajouté le glockenspiel, à un moment donné, qui donne ce côté goutte qui tombe, qui est aussi percussion mélodique, donc ça participait de cet univers, ça donne une certaine cohérence au morceau, tout en ouvrant avec des graves, des aigus, et puis, peut-être le féminin, le masculin, on pourrait aussi parler de ce texte où il y avait on a aussi joué sur ces registres-là avec d'abord un chanteur homme qui chante, ensuite le chœur de femme. On a joué un peu sur ce côté féminin-masculin, la vigne, la sève qui monte. J'ai ajouté dans l'instrumentation aussi après de la clarinette basse. J'avais envie aussi pour le côté boisé, c'est un instrument que j'aime beaucoup, il y a une grande tessiture. Le souffle, le bois, et puis après la contrebasse, parce que c'est assez rythmé, il y a aussi le côté boisé, et enfin l'accordéon, en espérant pouvoir engager, ce qui est le cas, un bandonéoniste, quelqu'un qui joue du bandonéon, plutôt, ça donnait un peu ce côté mélancolie douce, presque comme du tango. Donc, voilà. Donc les choses se construisent comme ça, une petite mélodie qui donne naissance à un texte après, ensuite, je retravaille la mélodie en fonction du texte, en fonction aussi du phrasé, et puis les choses évoluent au niveau de l'orchestration, du chœur aussi, et de l'imaginaire.
du tableau en question. Alors encore une fois, c'est quelque chose qui s'étale sur une certaine durée avec 1000 interactions. On pourrait aller dans le détail du texte aussi. Mais comme on voulait faire chacun 10 minutes pour chaque pièce, peut-être que je pourrais encore juste vous faire écouter. Puis peut-être, je continuerai, enfin, Valentin continue, après je reviens, puis après on ouvrira pour les questions. Ou alors comme vous voulez. Je pourrais vous faire écouter le début de la pièce, où il y a justement le Hang, le xylophone, le glockenspiel, la clarinette. Je ne sais pas si j'ose faire écouter jusqu'au moment où le texte entre. Ça, je vais demander à Stéphane ce qu'il en pense. En plus, c'est Stéphane qui chante. Il chante tellement bien. Souvent, dans les maquettes, je commence à chanter moi. Puis au bout d'un moment, il chante par-dessus ma voix. Après, c'est lui qui fait le mix. Et je m'entends plus. Vous voyez comment c'est avec Stéphane? Voilà la collaboration. Ouais. Donc, je vous fais écouter. L'arme, c'est le tout début, puis le moment où, justement, comme ça, on entend le texte, la mélodie, tout ça. On n'a pas le droit de faire trop écouter. S'il vous plaît. À noter aussi que là, c'est de la clarinette d'ordinateur, hein, donc c'est pas les sons les plus magnifiques, mais autrement, c'est des sons quand même véritables de xylophone et de hanpan. Voilà pour l'amorce de cette pièce Larme, en collaboration avec Stéphane. Alors, à moi. Alors, moi, je vais vous parler d'une pièce qui s'appelle L'hymne à la terre. C'est une pièce dont Blaise Hoffmann a fait le texte. C'est quasiment une des dernières collaborations qu'on a faites sur la fête, quasiment. Et on nous a demandé de faire un hymne à la terre parce que c'était aussi un souhait de la confrérie des vignerons, qui a une forme d'hymne à la terre présent dans chacune de ses fêtes depuis 1927. C'est ça, la première fois? Il y en a une en 27 puis une en 77. C'est toutes les deux fêtes, en fait. C'est une grosse... C'est ça, ouais. Bon, en 99, il y a eu l'hymne au travail de la terre. Différent, mais ça y ressemble un tout petit peu de par les valeurs universelles qui y sont exprimées. Et ça relie directement au thème de la fête des vignerons en elle-même, qui n'est pas une fête des vendanges, hein, c'est bien une distinction à comprendre, dans le sens que c'est vraiment le travail du vigneron tâcheron qui est célébré, c'est-à-dire vraiment le travail de la malaxation de la matière, en fait, du travail du terreau. Et quelque part, un hymne à la terre, c'est un peu sublimer ce que le vigneron tâcheron accomplit à la vigne tout au long de l'année, tout au long des saisons. Et la confrérie tenait à ce qu'il y ait un hymne de ce genre. On est quasiment à la fin du spectacle,
c'est l'avant-dernier tableau, on peut dire. C'est un tableau qui est très particulier dans le sens qu'il n'y a pas énormément il n'y aura pas énormément de mouvement sur scène. Il y a un côté très, très sacré, très, on va dire, oui, religieux, contemplatif. Et l'aspect redoutable de ça, en sachant cela, c'est de ne pas tomber dans des choses, dans des moyens expressifs qui peuvent contenir à tout moment de la lourdeur très, très pompeuse, très, très, très suisse, très assise, d'essayer d'ouvrir un tout petit peu le champ d'écoute et le champ de vision aussi. Alors, le travail s'est mis en route comme ça. Moi, j'ai dit à Blaise, écoute, voilà, moi, ce que j'entends par hymne aujourd'hui, si je devais en écrire un, je te donne une référence qui, pour moi, est, je pense, parmi une des plus belles mélodies d'hymne d'aujourd'hui. C'est un hymne qui n'est pas forcément connu du grand public, qui est le Hymn to the Fallen. Ça fait partie du film Il faut sauver le soldat Ryan. Donc, c'est John Williams qui avait composé la musique, et c'était... non pas par les idées du film en lui-même ou bien par les valeurs militaires américaines, évidemment, mais par vraiment l'aspect purement et simplement musical. Et je me dis, voilà, le type d'atmosphère que moi, je verrais bien pour ce travail-là, ce serait ça. Alors, je ne vais pas vous entendre ce que c'est, vous irez chercher vous-même à ce à quoi ça fait référence, mais voilà, Blaise, c'est un peu voilà, la première pierre à notre pièce, à nous deux. Ensuite, il est arrivé avec un texte. D'abord, ma première réaction, c'était « Ouh là là, pour un hymne, c'est beaucoup trop long. » Parce que si vous regardez les hymnes, par exemple, nationaux, notre hymne national qui a 4 couplets, mais les couplets sont relativement assez condensés et assez court quelque part en définitive. Un couplet, ça dure entre 40 et 45 secondes. Là, il y avait de la matière pour qu'un couplet et un refrain fassent mis ensemble, pas très loin de 2 minutes. Ce qui est vraiment long. Et là, je me suis dit, je vais peut-être lui dire de raccourcir. Puis tout d'un coup, je me suis dit, ah non, je vais quand même essayer. Peut-être que c'est à moi, justement, d'essayer de trouver une solution pour que ça marche. Et donc c'est là où le texte peut influencer notre travail à nous, comme compositeurs. Moi, je lui envoie une idée d'un état d'esprit que je verrais bien pour une pièce. Lui réagit en me proposant autre chose qui est son inspiration à lui et ses couleurs à lui. Je suis d'abord surpris parce qu'évidemment, on a un schéma qu'on croit arriver clé en main. C'est pas ça, mais quelque part on est interloqué, c'est presque un défi qu'on veut relever. Et puis je crois que j'ai bien fait de relever ce défi. Alors, je vais pas forcément vous en parler plus longtemps parce que c'est ensuite tout un travail s'est mis en place. Je vous parle juste de la toute première phrase de cet hymne pour vous montrer un tout petit peu comment le va-et-vient peut vraiment aller rien que pour une seule phrase. Moi j'avais cette phrase ici qui commençait comme ceci pour la toute première version. Le jour se lève et tout commence, ta main immense dans la mienne. Le jour se lève et tout commence, ta main immense dans la mienne. Juste ça, d'accord? Parce qu'après il y a encore quelques vers qui suivent. Mais déjà rien que ça, c'est un excellent exemple. Puis, moi, j'étais relativement convaincu. Blaise l'était complètement. Puis tout d'un coup, quelques jours après l'avoir malaxé, tourné, je me suis dit, ça me fait un peu trop penser à l'âme russe, j'ai presque envie de dire. Je sais pas, il y a eu un côté où j'entendais trop Rachmaninov, j'entendais trop vraiment le russe qui parle de la douleur avec... enfin, vraiment, un esprit qui, pour moi, n'était pas complètement juste, complètement au bon endroit. Donc là, en regardant le même texte, je suis arrivé vers lui en lui disant... en lui faisant... Le jour se lève et tout commence, ta main immense dans la mienne, etc.
lui était moins convaincu, d'office. Et moi, je me disais, mais est-ce que c'est le rythme, peut-être? Alors, peut-être, là, je me suis dit, bon, il faut que j'introduise la chose de manière peut-être un tout petit peu plus mouvementée. Ta 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 ti ta 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 ti ta ti ta ta. Puis j'ai essayé. Le jour se lève et tout commence. Ta main immense dans la mienne. Et puis en chantant ça devant lui, parce qu'il était dans mon atelier au moment où je lui ai fait la démonstration, tout d'un coup je me suis arrêté et je me suis dit non. Ça me fait trop penser à une chanson de Brigitte Fontaine, qui ne serait pas complètement forcément dans l'esprit. Et puis tout d'un coup, l'image du jour qui se lève m'a donné l'idée finale. Le jour se lève, donc quelque chose qui se lève. Et là, c'est vrai, là aussi, ça montre bien le dialogue qu'on peut avoir, enfin, les influences multiples qu'on peut avoir entre musique et texte. Pourquoi pas un mouvement qui monte. Et puis là, tout d'un coup est arrivé le jour se lève et tout commence. Ta main immense dans la mienne. Voilà. Et je suis parti sur cette version pour la version finale. Et donc tout un couplet. Le jour se lève et tout commence. Ta main immense dans la mienne. Et après, ça donne toute la suite. Des herbes folles jusqu'aux yeux, chassant pieds nus le naturel, et galopant, chutant de peu, à cause d'une coccinelle. Voilà, donc à partir d'un début, s'il est percutant, s'il est convaincant pour toutes les parties, j'ai presque envie de dire, tout d'un coup, il y a il y a le système du flux musical qui se met en route. Et du moment que ça colle au texte, le texte qui, plus on avance, plus il influence aussi nos courbes mélodiques. Si on parle de quelque chose qui descend, on aura évidemment tendance un peu à descendre. Donc là, il faut juste qu'on fasse gaffe à ce que ça joue pour tous les couplets, parce que ça peut jouer pour le 1, mais ça peut ne plus jouer pour le 2 ni pour le 3, que les accents toniques soient au bon endroit, parce que là aussi, il peut y avoir des différences entre les différentes parties. Et après, il y a l'étape de l'habillage, qui là, en l'occurrence, il y aura un orchestre, c'est l'autre côté, qui sera un orchestre qui sera enregistré, qui va accompagner les chœurs qui seront en live sur scène. Et puis, avec la version orchestre, ce que je viens de vous jouer, du coup, ça donne ça. Le jour se lève et tout commence, ta main immense dans la mienne, des herbes folles jusqu'aux yeux, chassant pieds nus le naturel, et galopant, chutant de peu, à cause d'une coccinelle, le moiteux brûle d'éclat, s'en va devant se consumer, en des rengaines qui se jouent poitrine pleine et tête vide, se avec quelques photos floues qui me feront les yeux humides. La fille. C'est cruel, mais vous entendrez le refrain au spectacle. Voilà. Et puis voilà, encore un autre exemple de l'interaction qui peut avoir une influence sur des petits détails qui paraissent insignifiants. Mais alors, tant que je n'avais pas ce début de phrase qui était pico, bello, placé juste au bon endroit, la suite n'était pas possible. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Alors pour l'hymne à la terre, Parce que on a commencé à 5h20. Avec l'introduction, j'ai regardé, on a fait 10 minutes chacun. c'est ça. Donc c'est Après ça, on comptait peut-être double, c'était tellement lent. Pour l'hymne à la terre, c'était un mandat un peu spécial. Il faut être assis, donc je vais pas rester debout. C'est un mandat un peu spécial d'écrire un hymne
évidemment de se mettre là, de s'asseoir le matin sur son bureau, puis se dire tiens, je vais écrire un hymne pour la fête des vignerons. C'est un peu compliqué, c'est un petit peu vertigineux, on ne sait pas comment s'y prendre, d'autant plus que j'avais fait le choix, et c'est pour ça peut-être aussi la longueur du texte, de faire tout ce que je déconseille à mes élèves en atelier d'écriture, c'est-à-dire de tout vouloir dire. Au lieu de mettre le focus sur une petite action qui est révélatrice du tout, montrer plutôt qu'expliquer. Là, j'avais envie de récupérer les 4 saisons qu'on avait laissées de côté dans notre scénario. Vous le verrez dans une année, on n'a pas ce découpage en 4 saisons traditionnelles. Parler des différents âges de la vie, parler des différentes régions, des différents paysages de cette région. Pas beaucoup trop de choses pour une chanson. Alors après, je suis allé écouter des hymnes. Là, j'étais rassuré, parce qu'il y a quand même des hymnes où on se dit, tiens, c'est finalement la musique qui est très très importante. Et à partir de là, une fois que j'étais à peu près en confiance, je m'y suis mis, en me disant déjà, bon, l'écueil, c'est déjà pour un hymne à la terre, c'est de tomber trop patriote. Donc voilà, pas vaudois, suisse, on met de côté. Par contre, dans l'écriture, vous avez entendu le premier vers. On verra s'il y a des bons vaudois parmi vous, mais le jour se lève et tout commence. C'est un petit écho à l'hymne vaudois. Vaudois, un nouveau jour se lève. Et il y a cité aussi un vers de l'hymne du cantique suisse, un peu modifié là au milieu. Comme ça, je retombais un peu sur mes pattes. Et puis, quant à la deuxième chose que je voulais éviter, c'est la référence à Dieu. Et puis là, tout le spectacle, on a retrouvé une autre religiosité. Aussi, les dieux antiques sont partis. C'est vraiment la terre-mère qui est honorée. Et l'hymne s'appelle, moi je ne l'appelle pas l'hymne à la terre, c'est Je t'aime la terre. Donc ce lien, vraiment là, à niveau, il n'y a pas l'homme qui est au-dessus, il n'y a pas la nature qui est au-dessus. Le lien est rétabli entre les deux entités. Et puis après, il y a les inspirations. On va quand même chercher pour écrire, toujours dans les bibliothèques. Et dans ma bibliothèque intime, il y a que 2 personnes à qui je pensais pour un hymne, c'est Ramu, c'est le passage du poète et la beauté sur la terre. Mais là, c'est quand même un peu coriace. Et puis c'est Gilles. Pas le Gilles de la Benoge, qui est pour moi un peu plus amusant. J'adore la Benoge, mais pour un hymne, mais plutôt le bonheur. C'est très terrant, c'est vraiment quelque chose qui touche. Moi, je trouve cette chanson-là, le bonheur, c'est une sorte de dynamite. Donc j'ai essayé de retrouver un petit peu cette énergie-là aussi. Et puis après, pour finir de rétablir cette équation insoluble d'écrire un hymne, je me suis dit, pour écrire quelque chose de général, universel, il faut parler de l'intimité. Donc c'est ma pièce la plus intime, où j'évoque des choses les plus proches de moi-même dans ce tableau. Et puis il y a un personnage principal qui est un arbre, puisque l'arbre est la fête des vignerons. C'est une longue histoire d'amour. Il y a l'arbre de mai, il y a l'arbre de la liberté, il y a aussi les arbres qu'on a zigouillés en 99 pour construire la reine. Je ne sais pas si vous vous souvenez des gens qui s'étaient enchaînés à des arbres pour pas qu'on les coupe. Ça n'a pas empêché de les couper. Il y a des arbres qui vont être replantés l'année prochaine, en 2020, pour avoir une place du marché un peu plus verte. Et dans la symbolique de l'arbre que l'on plante, pour les générations futures, évidemment, les racines qui sont sous terre et invisibles, il y a quelque chose qui est très fort. Donc voilà. Je suis parti de là, puis c'était comme tu disais, c'était dans les dernières pièces qu'on a créées. Et ça, c'est écrit relativement vite. Le texte a évolué, mais pas la forme, c'était quand même une forme assez traditionnelle, un couplet, refrain, carré, des rimes un peu internes, mais quand même, par rapport aux autres écritures, celles qu'on a fait ensemble, beaucoup moins contemporaines et grand souvenir de ces moments passés dans son garage, parce que son local à Échandon, quand tu es dans la région et que tu n'es pas à Fribourg, c'est à Échandon, et c'est un garage avec 2 pianos, et à jouer à mesure, à essayer des choses, tiens, ça parle pas, et ça se crée vraiment ensemble. Donc, je rejoins complètement ce que tu disais. J'avais oublié le soldat Ryan. Ouais. Je me souviens ce soir, voilà. Et comme ça, il y a l'autre versant, c'est le texte, et puis ça donne un hymne qui dure 8 minutes, et qui sera chanté par... Il faut bien sur le choriste. Ah non, il y a les enfants. Presque 1000. Oui, il y a 1000 choristes. Ouais. Presque 1000. Donc ça va être un tableau. C'est ça, outil, ouais.
Je te vais dire 2 mots sur les larmes. C'est une grosse connerie. Comme d'hab. C'est bon. Sur là. Peut-être, Jérôme en a vraiment bien parlé. J'ai pas énorme à ajouter, si ce n'est que notre collaboration avec les compositeurs, pour moi, m'a renforcé dans mon idée que le texte et la musique sont une même chose. La poésie et la musique sont une seule et unique chose. J'en veux pour preuve toutes les ponctuations qu'on met dans nos textes, tous les accents, tous les accents aigus. Enfin voilà, notre orthographe témoigne de la musique. En fait, est-ce que c'est un accent grave, est-ce que c'est un accent aigu? Et ces collaborations, telles qu'elles se sont passées, elles se sont bien passées. Chacun a empiété avec plaisir sur le territoire de l'autre, parce qu'on était dans un climat de confiance, et donc on se permettait de faire des retours et de dire à l'autre, dis donc ton texte là, ou alors dis donc la musique, est-ce qu'on ne pourrait pas changer, comme l'a très bien mieux expliqué que moi Jérôme, où tout à coup j'ai pu... c'était pas pour mettre de l'air, enfin c'était que quand tout à coup on articule une phrase, il y a une logique musicale à la phrase qui dépasse la musique, et il y a une logique de propos dans la musique qui dépasse la musique. Enfin voilà, ça se croise, et des fois on a l'impression, on dit ah oui, mais là effectivement si on va jusqu'à la poésie sonore, après on va là et on arrive dans la musique. Or c'est faux. C'est pas du tout que la poésie sonore mène finalement à la musique. Les plaques tectoniques se croisent bien avant, et c'est ça tout l'intérêt du truc, parce que ce serait d'une tristesse absolue s'il fallait tout à coup faire des choses incompréhensibles à la voix pour arriver finalement à rejoindre la musique quelque part. D'autres exemples qui sont par exemple que les joueurs de tabla, comme vous le savez certainement, ça c'est le générique de mise au point, pour ceux qui connaissent. Di-dam, di-dou-dou-dam, di-dam, di-dam, dou-dou. Chaque impulsion sonore peut être une syllabe. Ou par exemple, les flûtistes, les petites flûtes traditionnelles japonaises, les flûtistes jouent des poèmes. La partition, c'est un poème, ils jouent un poème. On peut multiplier les exemples comme ça. Je le fais volontairement, parce qu'on peut retomber sur ce que disait Dominique en introduction, où la nouveauté, souvent, c'est le prototype. C'est-à-dire que l'idée est arrêtée à une certaine nouveauté. Et là, il y a un très bon livre qui s'appelle « Une brève histoire des lignes » et qui traite justement de la poésie et de la musique dans ce qui est la décriture, avec ces neumes qui étaient au départ l'écriture musicale qui ne parlait que des accents toniques. C'est ces partitions médiévales. C'est juste avant les petits carrés qui vont devenir des notes. C'est vraiment on dirait un peu une langue étrangère comme ça, des décorations sonores sur le texte, et pour dire qu'on est dans une civilisation où on est extrêmement impatient du résultat, et que la ligne est devenue un trétillet sur vos voyages EasyJet, et c'est devenu même un trétillet parce qu'on nie le trajet, on nie en fait tout ce on veut aller d'un point à un autre. Et ce qui est intéressant de ce qu'on a fait, c'est le trajet, et c'est le fait que c'est plus que des doubles lignes, c'est plus que des superpositions, c'est le développement d'un vocabulaire commun et d'une chose qu'on a mis en commun. Et en fait, ces petites œuvres, ces extraits que vous entendez, sont le fruit d'une valeur multiplicative et non pas d'une simple addition. Je le dirais comme ça. Voilà. Deuxième volet, alors. Deuxième volet, oui. Je ne sais pas si c'est bien maintenant d'ouvrir plutôt les discussions. Enfin, nous, on a mille choses à dire. Ça me fait plaisir de parler de la collaboration avec Blaise et puis Valentin avec Stéphane. Mais peut-être, je ne sais pas, ce que tu en penses vite. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien, en fait? Vous avez envie de quoi? Soyons interactifs. Il y a combien de lignes, là? Dites vos envies. Oui. Musique, on continue à parler de choses? On y va. Plutôt, ok. Alors peut-être que je vais aller un peu plus vite, être plus rythmé. Alors justement, je vais parler de vendange. Dans la fête des vignerons, il y a deux tableaux
C'est-à-dire que la fête des vignerons va s'ouvrir avec un tableau évoquant les vendanges et se conclure par un tableau évoquant les vendanges. Alors je vais te parler et puis c'est 2 tableaux qu'on a écrits avec Blaise. Je vais parler du premier, qui était la première chose qu'on a écrit ensemble, et même qu'on a écrit tout court pour la fête. Donc là, il y avait le vertige, on parlait avant du vertige de l'hymne. Moi, j'ai toujours l'hymne, peut-être l'hymne. Le vertige de l'hymne. Et là, il y a vertige de l'ouverture de la fête. Après la première résidence de création en octobre 2016, avec toute l'équipe, on avait justement, nous, la responsabilité de ce tableau d'ouverture avec Blaise. L'ouverture, c'est pas rien. Donc, bon, on évoque les vendanges de façon très rythmée. C'était un souhait du metteur en scène. Hein. Il en parle d'ailleurs souvent quand il évoque il résume un peu la fête. Commencer de façon très festive, rythmée, percussive. Donc moi, je me sentais assez appelé par ça, puisque je suis batteur, percussionniste. Blaise, fils de vigneron lui-même, voilà, évoquer les vendanges, tout ça paraissait très logique, mais en même temps assez vertigineux pour ouvrir la fête. Alors après cette résidence, on est chacun parti dans notre coin, avec nous, en allant travailler. Et puis je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, quelle tonalité prendre pour ouvrir la fête? Quelle mélodie? Quel rythme, notamment? Donc, c'est chaque fois des chapitres dont on pourrait parler longtemps, mais je me suis dit, par quel rythme commencer la fête des vignerons 2019? Alors, je suis allé écouter les anciennes fêtes. Je l'avais déjà fait, mais je suis retourné avec ce regard-là. Quel rythme? Qu'est-ce qu'on aimerait comme pulsation pour lancer les festivités? Je suis allé voir ce qui s'appelle les incontournables. Réécoutez. Les incontournables, c'est ces pièces, ces airs traditionnels qui sont repris de fête en fête. Parfois, ils sont abandonnés, mais après, on les reprend. Des fois, c'est toutes les 2 fêtes. Bon. Alors, évidemment, le Rang des Vaches, qui n'est pas une pièce très rythmée, mais il y a une partie qui est en 3 temps, quand même, quand on appelle les vaches. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bon. Du 3 temps. Il y a la valse du Lauterbach, du 3 temps. 3 temps. Je me suis dit, il y a la Montferrine aussi qui revient souvent, qui est en 6-8, de nouveau quelque chose, soit du 2, soit du 3. Et puis je suis tombé sur la Miété de Taveillan, qui est en 12-8, qui est aussi incontournable depuis 1905, qui est écrit souvent en 12-8. Alors, je me suis dit, 12-8, ça me plaît, le 12-8. En jazz, il y a pas mal de 12-8. Dans la musique afro-cubaine, je peux imaginer. Là, je commence à m'exciter avec mon 12-8. Je me dis, c'est bien. En même temps, c'est la tradition. On reprend la tradition, mais on la développe. Et puis, on en fait quelque chose de plus percussif, plus jazz. En plus, je me suis fait un petit délire autour du 12, que je suis le seul à avoir à partager avec moi-même. Donc, c'était la 12e fête des vignerons depuis 1797. Alors, je dis 12-8 pour la 12e fête des vignerons. Mais c'est tombé totalement à plat, d'ailleurs. Bon, et puis après, 12-8, je me suis dit, c'est super le 12-8 parce que c'est très riche. On peut le diviser par 12, par 6, par 4, par 3, par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Bon, on peut s'amuser. Pour un batteur, c'est super. Alors voilà. Ça, c'est mon petit travail de mon côté avec mon rythme. Je me dis, je vais peut-être partir sur un 12-8. J'attends le texte. Je reçois une première version, on discute. Il y a des choses qui partent plutôt sur des dimensions mélodiques. Et puis, il y a une petite phrase qui fait « scrute le ciel ». Scrute le ciel, scrute le ciel. Donc, c'était une des idées de ces vendanges. C'était en fait la vendange, l'avant-vendange du vigneron qui scrute le ciel. Un peu cette tension, alors le haut, le ciel, la terre, scrute le ciel, scrute le lac, scrute le grain. Alors, je ne me rappelais pas, j'ai dû retrouver la première partition. Il y avait ces trois choses, notamment, puis tout un texte là autour. Je me dis, est-ce que j'arrive à mettre mon scrute le ciel, scrute le grain sur du 12-8 ? Il y a aussi l'idée d'utiliser ces caissettes à vendange. Là, on pourrait en parler longuement, mais je n'ai déjà tellement souvent parlé que je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais enfin, scrute le ciel, scrute le grain, scrute le lac. Bon, je me mets à scander quelque chose autour de ça. On se dit, on va faire quelque chose un peu scandé, slamé, moderne, super. Moi, ça me plaît. J'avais aussi écrit des choses comme ça. D'autres choses chantées, mais enfin, 12-8, super. Je vais vite là. Après, on va présenter toutes sortes de choses à la prochaine résidence de création. Des choses plaisent bien, d'autres moins. Le metteur en scène, Daniele Finzi-Pasca, qui est pas musicien, mais qui, quand il ferme les yeux, il ressent toutes sortes de vibrations ou pas. Alors, ce 12-8, je sentais que c'était pas... Quand il me dit, ça fait un peu...
Il me dit comme ça, pom, 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 pom. Alors lui, il l'entendait à 4, le 12-8. 1, 2, 3, 4. Il n'entendait pas le tac, tac. Il n'entendait pas les syncopes. Lui, ça, pom, pom, pom. Il fait comme ça, pom, pom, pom. Je dis, mais tu veux pas pom, 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 tu veux quoi? Alors bon, on discute. Je me dis, il veut quelque chose d'un peu plus syncopé ou d'un peu plus, qui bouscule plus. Bon, tour de discussion. Je me dis, ouais, rythme impair. Tu veux un rythme impair? Il me dit oui, mais après coup, là, je me dis en fait, il n'a aucune idée de ce qu'est un rythme impair. Mais enfin, moi je suis quand même parti sur l'idée d'un rythme impair. Je repars, on retravaille toutes sortes de choses. Je me dis ce 12-8, non. Alors, scrute le ciel, je peux le mettre en 9-8. Scrute le ciel, scrute le lac, scrute le grain. Je me dis un truc comme ça, c'est un peu plus 9-8, un peu plus syncopé. On peut faire du 3, du 9. Hein. Et en même temps, j'avais l'impression avec ce 9-8 d'être comme un hamster dans sa cage, hein, un peu. Ça tourne. Comment je peux le décomposer, faire de la polyrythmie avec du 9-8? Ou bien ça va être tellement complexe avec des gens d'ici quand même. Bon, et un jour, je sais plus quand, j'ai pas retrouvé. Je suis allé, alors parce qu'avec la communication avec Blaise, c'est plutôt les WhatsApp. Alors je suis allé chercher dans les WhatsApp. Je crois que c'était en mars aussi, tiens. 2017, j'avais proposé ça, scrute le ciel, scrute le lac, scrute le grain. Quelque chose comme ça qui est du 18 ou du 5 temps. Alors, on n'est pas dans les incontournables de la fête des vignerons, il n'y a pas tellement de 5 temps. Chez Balissa, on a des choses un peu particulières. Il y a du 11 temps pour la bacchanale de 1977. Tac, 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 tac. Truc un peu Woodstock, voilà, hippie, vaudois, mais super bien. 11 temps, bon, du 5. Je me dis, allons-y avec ce 5 temps, puis je commence à construire toute une chose avec du 5 temps. Au niveau polyrythmie, c'est super, on peut faire toutes sortes de couches qui se superposent là autour. Je vous passe les détails. Et puis, il y avait un autre texte qu'avait écrit Blaise qui entrait bien dans le 5 temps. C'était aussi dans cette avant-vendange, ça faisait comme ça, pronostic sur le sucre, degré Huxley, enfin tous ces termes techniques pour la vigne. Pronostic sur le sucre, degré Huxley, phénolique, tanin, pépin, enfin tous ces termes justement très vignerons et qui sonnent avec des consonnes, hein, comme dans scrute le ciel, j'aimais bien ces consonnes. Finalement, on a abandonné tout ça, scrute le ciel. Mais par contre, phénolique, tanin, pépin, pronostic sur le sucre, enfin pour scander, c'était super. Puis après, je me suis mis à faire un truc justement pronostic sur le sucre, degré, Huxley, phénolique, tanin, pépin, aromatique, frénétique. Lis le lac, lundi, mardi, méthodique, demain, matin, peur, panique. Suzu kilo, 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 kota, kota, kota. Suzu kilo, 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 kota, kota, kota. L'insecte, l'insecte, l'oiseau, l'oiseau, la grêle, l'orage, l'orage, l'orage. Un truc comme ça qui fonctionnait bien avec ce 5 temps. On dit, on tient le bon bout, on développe quelque chose comme ça, avec ces consonnes, voilà. D'ailleurs, en fait, il avait écrit seulement un des couplets, puis après, quand on a vu que ça marchait bien, il a réécrit le deuxième avec frénétique. Il lit le lac lundi, mardi. Bon, là, on est dans du slam. Après, d'autres choses chantées. Je me suis dit là, bon, 5 temps, mais on est comme dans du 6, mais c'est du 5. Les répétitions ont commencé. Effectivement, les gens sont là. C'est super, mais 5 temps quand même. Mais enfin, ça se construit petit à petit. Et puis... qu'est-ce que je voulais dire encore? Faut que j'accélère. Donc, une des idées par rapport aux choses très concrètes, c'est effectivement d'utiliser ces caissettes à vendange un peu comme des caronnes. J'ai fait toutes sortes de recherches aussi avec des dés à coudre, on peut taper dessus. Ou bien. C'est un peu comme un washboard, c'est rigolo. Et puis. Une recherche autour des cuves, parce qu'il y a un peu cet univers percussif avec l'idée d'utiliser les objets vignerons pour en faire des percussions, des caissettes à vendange bien sûr, et ces cuves. On va faire un moment là autour, mais. Et ce qui est beau, c'est que on en a récupéré une dizaine qui ont chaque fois des sonorités, des harmoniques différentes. Et on a aussi construit des cuves en inox. Et puis dans ces vendanges 1 et vendanges 2 qui ouvraient
conclut la fête, il y a un peu tous ces sons de la vigne, avec aussi des sécateurs, des choses comme ça. Un texte qui pour moment claque, pronostic sur le sucre, des moments chantés. Aussi un hymne à la fin des vendanges, l'hymne des vendanges. Voilà, donc tout un univers qui s'est construit avec ce que j'aimais bien avec Blaise, c'était justement il y a ce rapport très... Avec Stéphane, il y a toujours un certain un côté très déroutant, un certain décalage. Avec Blaise, il y a cet ancrage très fort, terrien, avec aussi des termes très concrets. Il y a ça dans ses livres, si on pense à Estive, d'autres. Alors ces termes, c'est mon pronostic. Jamais de ma vie, je pensais que j'allais composer sur pronostic sur le sucre, par exemple. Mais c'est très excitant, très musical. Et donc, voilà aussi toute une interaction avec beaucoup de plaisir avec Blaise. Je ne sais pas le temps qui reste, mais je peux vous faire écouter peut-être un début de ces vendanges 1. Oui. Alors, je vous fais écouter le début où il y a tout cet univers avec ces sons de caissettes à vendange, comme des roulements avec des cuves en inox de 2500 litres sur lesquelles j'ai simplement tapé comme ça pour voir. Après, il y a aussi des vraies grosses caisses, un vrai caronne, enfin tout. Et puis je vous laisse, vous fais écouter peut-être pas un bout du début avec aussi le moment où commence le chœur. J'accélère un peu. Ça c'est le tempo, le sécateur. Ça c'est vraiment de la caissette à vendange. Enregistré chez moi. Ça c'est le... Frénétique, lit le lac lundi, mardi, méthodique, demain, matin, peur, panique. Kilo. Voilà. Alors évidemment, c'est des maquettes, là, c'est des copains qui ont enregistré. Moi aussi, il y a eu tellement de versions, c'est avec les moyens du bord et tout ça. Et puis peut-être juste une petite anecdote, il y a eu des questions dans les chœurs. C'est quoi cette Suzuki, cette moto? Pourquoi il y a une... Voilà, par exemple, ou bien degré AUX, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'était assez drôle. Voilà, je n'ai fini avec mes vendanges qui se poursuivent pendant un long moment, mais qu'on arrête maintenant. Voilà. Et puis dernière chose qui va vous être présentée ce soir, il s'agit d'un tableau qui a vraiment une sorte d'importance dans le spectacle parce qu'il est situé à une place assez centrale.
Il fait le lien entre une partie jour et une partie nuit. Il débute en fait la partie de la nuit et il parle surtout du lac. C'est un tableau qui s'appelle La poésie de l'eau. C'est la toute première collaboration entre Stéphane Bloch et moi. Et donc on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas encore. On s'est, je crois, bien découvert à travers ce projet-là. Et c'est un tableau qui nous a tenus en haleine, mais comme les vendanges pour vous deux, presque une année hein, de travail. Parce que non seulement, Jérôme en a un tout petit peu parlé avant, on a non seulement l'interaction qu'on a entre nous, auteurs, alors ça c'est une chose, mais alors après, et ça détermine notre rôle maintenant, aujourd'hui, dans la Fête des Vignerons, à l'heure où nous parlons en novembre maintenant, il y a tous les autres départements qui rajoutent leur point de vue et évidemment surtout de la mise en scène. Alors pour ce tableau-là, je ne vais pas forcément entrer dans des grands détails parce que ce serait beaucoup trop long et puis ce ne serait pas forcément le propos, mais ça a directement à voir... bon, il faut savoir que c'est un tableau qui sera pour les enfants, les chœurs d'enfants. Donc il n'y a que des voix d'enfants qui interviennent dans ce tableau-là. Et Daniel, donc le metteur en scène, voulait que ça ait une interaction avec un instrument qui, moi, m'est cher, vu que je le pratique assez régulièrement. C'est un instrument qu'on trouve plutôt dans les églises, en général. Il s'agit de l'orgue. Alors, de l'orgue à la Fête des Vignerons, je crois que ce sera une première. Évidemment, pour des questions techniques, on ne pourra pas amener un véritable orgue, surtout un orgue qui en jette, parce que si on amène des positifs, donc des orgues coffres qui peuvent être transportables, mais visuellement, c'est pas franchement la chose la plus intéressante du monde à voir. Et même au niveau de la restitution du son, l'orgue peut avoir une telle ampleur, c'est un instrument qui peut être lui-même une forme d'orchestre, que ce serait dommage de se passer de cette espèce de son qui est très grand et qui peut prendre vraiment une ampleur assez importante dans ces arènes. Alors, venant moi-même un tout petit peu du milieu, on va dire, ecclésiastique, prendre au sens très large du terme, pratiquant la musique d'église depuis très longtemps, évidemment j'arrive avec un bagage qui s'inspire beaucoup de ça c'est clair. Le texte de Stéphane, au départ en tout cas, était vraiment d'une incroyable simplicité. J'ai été très touché par cette simplicité apparente. Évangélique. C'est ça, exactement. Enfin voilà, non, mais, enfin, le premier vers, si tu me permets. Hein? Non? Oui, bien sûr, toujours. Ouais. Si tu me permets, c'est l'eau est bleue. Mais quelque part, je me suis dit, waouh, il ose. Non mais, il ose démarrer comme ça. Et je me dis, ça me donne envie vraiment de lire la suite et surtout de voir, pourquoi il dit que l'eau est bleue, puis qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-entend. Et il a construit vraiment son texte au départ avec des vers qui n'ont aucune... c'est-à-dire qu'ils ne sont pas réguliers. Ils sont réguliers dans la structure, un peu comme une chanson, mais à l'intérieur des couplets, si on veut, la longueur des vers n'est pas égale. Ce qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup, parce que ça évite l'aspect un peu, on va dire, trop métrique des choses, et ça nous fait rentrer, enfin moi ça m'a fait rentrer plus dans une démarche un peu comme le chant grégorien, qui peut être très très libre au niveau de la forme. Je me suis intéressé beaucoup, là aussi venant un tout petit peu de la musique ecclésiastique, à la musique, on va dire, provenant du Moyen-Âge, en tout cas avec des modes médiévaux. Voilà, c'est une gamme ici qui s'appelle lydien. Donc vous prenez les touches blanches à partir de Fa, puis vous montez. Et
vous avez le mode qu'on appelle lydien, donc vous avez le qui est évité, mais vous avez au contraire le. Voilà. Et la mélodie de base, en fait, est construite là-dessus. Ça, c'est vraiment un petit clin d'œil, une sorte d'affinité personnelle. Parce que, osons dire, enfin voilà, j'apprécie beaucoup ces tonalités-là. Il y a notamment un grand musicien, un grand compositeur français, qui est aussi organiste, qui les a beaucoup utilisés, c'est Maurice Duruflé, au début du XXe siècle. Et la mélodie de base, c'est celle-là. L'eau est bleue, et ce n'est pas le ciel qui dira le contraire. Et c'est pas au lointain que se lève l'avenir. Alors dans cette mélodie, on a parfois quelques petits frottements qui, moi, évidemment, ce qui normalement est la chose que je recherche, on va dire par-dessus tout. Voilà, qui pour moi amène justement ces petites, des petits contrastes qui façonnent un tout petit peu la phrase. Et c'est là où l'aspect mise en scène est arrivé, a été déterminant dans notre recherche. Pour lui, ces tensions-là, ça ne correspondait pas du tout à l'image qu'il avait, surtout par rapport à des enfants qui chantent ça. Pourtant, Dieu sait si on serait surpris à quel point les enfants peuvent entrer et aimer dans ce genre de musique, parce que j'ai eu plein d'expériences avant ça pour en apporter la preuve. Mais alors après, s'en est suivi quasiment toute une année de recherche, de combinaison. Un musical que j'avais prévu pour la fin de ce couplet-là, où je viens de m'arrêter, qui normalement était un instrumental, est devenu tout d'un coup la suite du texte. Stéphane a aimé ça. Attends, je te fais ça, j'aime bien, je te fais un texte là-dessus, puis tu me dis ce que tu en penses. Et puis alors j'étais complètement convaincu, et puis après, l'image de la mise en scène nous a dit, il faut imaginer une sorte d'énorme voile qui se gonfle comme ça et qui prend de plus en plus d'ampleur, toujours plus haut, toujours plus beau, en gros, c'est ça que ça voulait dire. Je dis, ok, d'accord, s'il faut que ça gonfle et puis qu'il faut que ça, toujours que ça monte, et que ça monte, et que ça monte, et que ça monte, et que ça monte, non seulement il faut faire vraiment attention de ne pas délivrer toutes les cartes trop vite, parce que si on les délivre trop vite, on n'a plus de marge pour encore aller plus haut. Et surtout, une fois qu'on a atteint le point qu'on estime le plus haut, mais comment on continue? Parce qu'il faut trouver un moyen de continuer. Et alors à ce moment-là est arrivée une mélodie de ma part, c'est moi qui t'ai envoyé la première fois, ouais, qui a donné une sorte de deuxième partie, là aussi que vous découvrirez au spectacle, je ne vais pas vous la donner ce soir, mais une sorte de... Voilà, une mélodie qui est très peplum, plenum, comme elle m'a appelé Stéphane, c'est-à-dire vraiment des mouvements un peu de collégialité, où tout le monde s'y retrouve. Et tout d'un coup, on avait vraiment l'image de cette pièce qui dure 10 minutes quand même, donc c'est assez conséquent, mais que sur les 10 minutes, il y a cette espèce de gonflement qui enfle. Et c'est évidemment souligné par l'aspect de l'orgue qui peut avoir à la fois des jeux très 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 doux, mais aussi tout d'un coup avoir un immense son qui traverse un tout petit peu tout l'arène. Et derrière cet orgue s'ajoute un orchestre, s'ajoute aussi des percussions, ça prend vraiment une belle ampleur, mais ça part vraiment d'une chanson pour enfants très petite. Au début, c'est ce qu'on pensait faire. Et puis tout d'un coup, pour la mise en scène, ça suffisait pas. Il utilisait les termes trop sages. Faut que ça grandisse. Alors d'accord, une simple petite chanson pour enfants, entre guillemets, sous les directives de l'aspect mise en scène, image, est devenu tout d'un coup vraiment quelque chose qui est très grand. Voilà. Alors je vous fais juste entendre un tout petit extrait de ce que c'est devenu, et puis vous entendrez l'orgue, qui est l'orgue dont je suis titulaire à La Roche-en-Gruyère, pour les besoins de la maquette, qui est intégré à la bande-son. Si ça peut bien.
Là, il y a la partie B qui commence, justement. Donc, là, on a orgue, orchestre, un tout petit peu de percussion. Et puis surtout des voix d'enfants qui ne transparaissent pas forcément ici, vu que c'est ma voix et je chante à mon octave à moi. Je ne peux pas chanter à l'octave des enfants. Mais au niveau de l'esprit, ça donne déjà une idée de ce que ça peut être. Voilà. Et c'était notre première pièce pour la Fête des Vignerons, à Stéphane et moi. C'était vraiment ça. Enfin, c'était notre première pièce à tous les deux pour la fête. Voilà. Merci beaucoup.